La neige tombe sans bruit, comme si elle avait appris, elle aussi, à respecter les maisons où l'on ne se dit plus rien. À travers les grandes vitres, j'aperçois la vallée en contrebas, des grappes de lumière minuscules qui scintillent autour du lac comme un collier mal fermé. Ici, sur ce promontoire de Haute-Savoie, la nuit est plus dense qu'ailleurs. Elle a du poids. Elle appuie sur les épaules, sur les mots, sur les souvenirs. Il est presque minuit, ce 31 décembre 2025. Une semaine, une seule semaine depuis que mon monde a basculé. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans, comme ces montres anciennes dont les aiguilles continuent de tourner alors que le ressort, à l'intérieur, a perdu sa vigueur. Je suis assise dans le salon, au centre d'un espace trop vaste pour une seule personne. Le verre et la pierre se répondent, froidement, avec une élégance qui ressemble à une politesse. La cheminée est allumée, mais la chaleur ne monte pas jusqu'à moi. Elle s'arrête quelque part, comme si elle n'osait pas franchir une frontière invisible. Sur la table basse, j'ai disposé des bougies, des flammèches disciplinées, alignées comme une garde d'honneur. Leur lumière danse sur les murs, et parfois, elle accroche le reflet d'une pendule ancienne posée sur la console. Je connais cette pendule par cœur. Le cadran émaillé, la fine craquelure près du chiffre romain 8, l'aiguille des secondes qui glisse sans se presser. Elle a traversé plus de drames que moi. On dit que les objets n'ont pas d'âme, je ne sais pas. Je crois qu'ils absorbent, en silence, ce que nous ne savons pas porter. Je tourne les pages de l'album familial, un album épais, relié de cuir, offert pour mes 50 ans de mariage, ou plutôt pour l'idée que nous nous faisions encore, à l'époque, du mot mariage. Les photos sont nettes, trop nettes. Nous sourions, nous posons, nous sommes beaux, bien coiffés, bien habillés, bien entourés. Comme une publicité pour une vie réussie. Je m'arrête sur une image prise à Genève, dans une vitrine d'horloger. Bastien tient ma main. Il a cette assurance tranquille, celle des hommes qu'on écoute sans qu'ils aient besoin d'élever la voix. À côté de lui, je ressemble à une femme comblée, une femme à qui l'on n'arrache rien, une femme qui ne pourrait pas être trahie. Je referme l'album un instant, le cuir soupire. J'entends derrière moi la musique qui tourne en boucle, un piano, puis un violoncelle, comme une respiration lente. J'ai laissé cette musique ce soir, non pas pour me distraire, mais pour couvrir le bruit de mes pensées. Le silence est devenu trop exact, trop précis, comme un diagnostic. J'ai 68 ans. Depuis des années, on m'appelle la gardienne de l'héritage, la mémoire de la maison, le cœur du groupe. J'ai bâti, avec des hommes et des femmes fidèles, un empire de gestes minuscules, une couronne ajustée au 10e de millimètre, un pont poli jusqu'à refléter le ciel, une complication qui bat comme un secret dans une boîte d'or. Dans l'autre monde, la beauté tient dans l'invisible. On ne la comprend pas toujours, mais on la respecte. Je croyais que ce respect me protégeait. Au-dessus de la cheminée, une pièce unique trône sous une cloche de verre. Je la regarde souvent, comme on regarde une étoile fixe quand on a peur de se perdre. Bastien disait que cette montre était notre symbole. Il disait « nous » avec une facilité troublante, comme si le pluriel lui appartenait. Ce soir-là, pourtant, je sens le singulier se refermer sur moi. Je, seulement je, dans cette maison trop grande, dans cet hiver trop blanc. Au loin, les premières fusées éclatent sur la vallée. Des couleurs s'épanouissent,
puis meurt, avalé par la neige. Je me surprends à murmurer, sans même m'en rendre compte, une phrase que ma mère répétait quand l'orage approchait, une sorte d'oration simple, sans poésie, sans fierté, une prière pour que la vérité se montre avant qu'il ne soit trop tard. Je rouvre l'album. Cette fois, je cherche autre chose qu'un souvenir. Je cherche un indice, un détail, une fissure dans le vernis. Parce que depuis une semaine, une idée me hante avec la précision d'un mécanisme. Tout ce qui s'est passé n'a pas commencé dans la tempête. La tempête n'a fait que révéler ce qui était déjà là. Et quelque part, au cœur de cette maison de verre et de pierre, quelqu'un avait déjà préparé le piège. Bastien et Clémence, notre avocate, mon amie, croyais-je. Je sens mes doigts se crisper sur la page. Les bougies tremblent, comme si l'air lui-même hésitait. Je lève les yeux vers la nuit. À cette altitude, l'air est si rare que même les mensonges respirent mal. Et moi, ce soir, je suis décidé à les voir suffoquer. Le lendemain matin, la neige avait effacé les traces, comme une gouvernante trop zélée. Le ciel, d'un blanc dur, semblait reposer directement sur les vitres. Dans ce décor impeccable, chaque bruit prenait une importance de crime. Le cliquetis d'une cuillère dans une tasse, le froissement d'un dossier, le pas mesuré de Bastien dans le couloir. Je l'entendais avant même de le voir. Il avait cette manière de marcher comme on signe, sans hésiter, en laissant derrière soi une ligne nette. Il entra dans le salon avec un sourire qui se voulait tendre, mais dont la tendresse avait été travaillée, polie, comme un métal froid. Clémence était avec lui. Elle portait un tailleur anthracite, trop strict pour une maison de montagne, trop parfait pour un lendemain de tempête. Ses cheveux, d'habitude libres, étaient tirés en arrière. Elle avait mis ses boucles d'oreilles discrètes, celles qu'elle réservait aux rendez-vous sérieux. Quand elle posa sa mallette sur la table, le cuir fit un bruit sec, presque insolent dans le calme ouaté de la neige. Je compris alors, sans qu'on me dise rien, que la journée n'était pas une journée de famille. C'était une journée de procédure. Ils s'assirent en face de moi, comme si la table basse était un bureau. Bastien prit ma main. Il la pressa juste assez pour que je sente la maîtrise dans ce geste. Clémence ouvrit la mallette. Des chemises cartonnées apparurent, classées, étiquetées, prêtes. On aurait dit les entrailles d'un animal qu'on dissèque avec méthode. « Geneviève, » dit Bastien d'une voix douce, « on s'inquiète. » Clémence hocha la tête, compatissante. Sa compassion était une technique, une posture apprise. Elle posa devant moi un dossier avec mon nom en lettres noires. Je regardais ces lettres comme on regarde son propre avis de décès. « Ce n'est rien de grave, » dit Bastien, « juste une mesure de protection, pour te soulager, pour te préserver. » Le mot « protection » avait dans sa bouche une sonorité d'enfermement. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas encore bougé. Dans ma tête, un vieux conseil de mon père s'est réveillé, brut, indiscutable. Quand on t'approche avec des papiers, ne t'approche pas avec ton cœur. Clémence glissa vers moi un formulaire, puis un autre. Elle parla calmement, comme si elle récitait un texte qu'elle avait répété devant un miroir. On envisagerait une curatelle, légère au début, rien d'humiliant, simplement encadrer certaines décisions, les votes notamment, les actes importants. Je compris à cet instant précis de quoi il s'agissait vraiment. Pas de moi, pas de ma fatigue, pas de ma mémoire, mais de la veille du nouvel an, du conseil d'administration qui devait se tenir dans 3 jours, du vote qui déciderait d'une fusion, d'une cession de parts, d'un virage stratégique, et surtout du fait que ma voix, dans notre empire horloger, pouvait encore basculer une majorité. Bastien me regardait avec une patience calculée. Il savait que je n'aimais pas les conflits.
Il savait que j'avais été éduquée à préserver l'apparence, à garder le linge sale hors des fenêtres. Il comptait sur cela, comme on compte sur un ressort qu'on a longtemps tendu. « Tu as eu des oublis, » dit Bastien. « Tu te fatigues, tu n'as pas apporté ça. » Je me suis vue dans son discours réduite à une femme qui dérive, une femme qu'on doit tenir par le bras, une femme qu'on aime mieux quand elle renonce. Clémence sortit une autre feuille plus épaisse, avec des en-têtes officielles. Elle posa son doigt sur une ligne. Il faudra un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste du procureur. C'est la procédure normale. Elle disait normale comme on dit propre. Je fixais le papier. Je pensais à mon corps, à mes nuits, à ce que l'âge fait de nos forces. Oui, j'étais fatiguée, mais ma fatigue n'était pas une preuve. Ma fatigue n'était pas une condamnation. Et surtout, je savais reconnaître une mise en scène. Bastien se pencha légèrement. Il parla plus bas, comme pour créer une intimité. « On ne veut pas te faire de mal, Geneviève. C'est pour éviter les erreurs. Tu sais, dans ces périodes-là, certaines personnes peuvent profiter. » Il avait osé. Je sentis sous mes côtes une colère froide, compacte, une colère qui ne criait pas. Elle se contentait de s'installer, comme une neige plus lourde. Je relevai les yeux vers Clémence, mon amie, celle qui avait dîné à cette table, celle qui avait admiré mes montres, caressé mes bracelets, complimenté mes choix. Je cherchais dans son regard une faille, une hésitation. Je n'y trouvais qu'une certitude professionnelle. Alors j'ai fait ce que je faisais depuis 40 ans dans mon métier. J'ai observé les détails. Le stylo que Bastien avait posé près de moi, déjà décapé. La page où on devait signer, marquée d'un discret post-it. La manière dont Clémence avait laissé dépasser volontairement un document avec le mot « mandat » en gras. Tout était prêt, tout était écrit. Il ne manquait que mon consentement. J'ai pris une respiration lente comme on règle un balancier. Je suis fatiguée, oui, mais pas au point de signer sans lire. Bastien sourit comme si j'avais prononcé une phrase attendrissante. Clémence fit semblant de rire doucement. « Bien sûr, répondit-elle, on va prendre le temps. » Mais dans ce temps, je sentis déjà l'étau, parce que ce qu'il voulait, ce n'était pas mon bien, c'était mon silence et ma signature. L'après-midi, le ciel a basculé d'un blanc dur vers une ouate grise. La tempête, qu'on croyait assagie, est revenue par vagues, comme si la montagne respirait par spasmes. Les sapins pliaient, puis se redressaient. La route qui descend vers la vallée s'est effacée sous une poussière de glace. Et avec la route, tout ce qui reliait cette maison au monde s'est dissous. Je l'ai compris quand mon téléphone a cessé d'afficher le moindre réseau. Une barre, puis rien. Bastien a tenté le sien avec cette impatience crispée des hommes qui détestent dépendre des éléments. Il a frappé du pouce sur l'écran comme si la technologie obéissait à la volonté. Clémence a levé les yeux au plafond, agacée, déjà en train de calculer les conséquences. Le silence dehors était trompeur. À l'intérieur, la maison semblait écouter. Vers 16 heures, un bruit différent a traversé le vestibule. Pas un craquement de bois, pas un souffle d'air. Un choc sourd, métallique, suivi d'un grincement, puis des voix. Je me suis levée avant même que Bastien n'ait le temps de donner un ordre. À travers la baie vitrée, j'ai vu les phares d'une vieille voiture bloquée en biais près du portail. Une carcasse grise couverte de neige, comme un animal fatigué qui se serait couché au mauvais endroit. Une silhouette en est sortie, puis une autre. Des jeunes. Trop jeunes pour avoir l'air prudent. Ils riaient malgré le froid, mais leur rire se cassait dans le vent. Bastien a maugréé. Clémence s'est rapprochée de lui instinctivement, comme si la jeunesse était une menace. Je suis allée ouvrir moi-même. Ils étaient 5, des étudiants, ont-ils dit, en architecture.
Ils avaient voulu voir les lignes de cette maison, cette célèbre demeure de verre et de pierre, dont les photos circulent dans certaines revues. Une idée romantique, stupide. La montagne avait répondu à sa manière. Parmi eux, une jeune fille s'est avancée un peu en retrait. Elle n'avait pas la même légèreté que les autres. Elle était fine, le visage pâle, les cheveux sombres coincés sous une capuche. Ses yeux, eux, étaient étonnamment calmes. Elle a dit s'appeler Amandine, 17 ans, la plus jeune du groupe. On n'a pas voulu, puis elle s'est interrompue comme si les excuses étaient inutiles devant la neige. Un instant, j'ai regardé leurs mains rouges, leurs chaussures trempées, leurs épaules qui frissonnaient malgré les doudounes. Et j'ai pensé à cette phrase que Bastien avait prononcée le matin même. Certaines personnes peuvent profiter. Il parlait de moi. Il ne savait pas qu'à cet instant, la montagne déposait sur mon seuil des témoins. Je les ai fait entrer. La chaleur du hall les a frappés comme une gifle douce. Ils se sont tus impressionnés par l'espace, par les volumes, par la transparence des parois. La maison, avec ses angles nets, ses escaliers suspendus, ses pierres claires, ressemble à une cathédrale moderne. On y chuchote sans en rendre compte. Bastien a serré les lèvres. Il a demandé qui les avait autorisés à approcher. Un ton sec, propriétaire. Clémence a parlé de responsabilité, d'assurance, de risque. Les étudiants se sont regardés confus. L'un d'eux a tenté de plaisanter. Personne n'a ri. Amandine, elle, a levé les yeux vers moi. Son regard a glissé sur Bastien, puis sur Clémence. Elle a compris, je crois, qu'il se jouait autre chose qu'une simple tempête. On sent ce genre de tension même à 17 ans. Surtout à 17 ans. Je leur ai donné des serviettes, des couvertures. Je les ai conduits vers la petite salle près de la bibliothèque, celle où l'on accueille d'ordinaire les horlogers qui viennent régler une pièce rare. Une salle douce, garnie de bois, avec une grande table et une lampe basse. Quand je me suis retournée, Bastien se tenait au milieu du salon, immobile, comme si l'irruption de ces inconnus venait de dérégler son plan. La tempête avait fermé les routes. Et dans la maison, d'un seul coup, il n'était plus seul à me regarder. Le soir est tombé d'un coup, sans crépuscule, comme une porte qu'on claque. La maison s'est mise à briller de l'intérieur, lanterne posée sur la neige. Les étudiants se sont regroupés dans la petite salle près de la bibliothèque, autour d'un bol de soupe que la cuisinière avait réchauffé avec une efficacité silencieuse. On entendait leurs voix, un murmure vif, des rires coupés par le vent qui frappait les vitres. Moi, j'étais restée dans le salon, à ma place, avec cette présence en moi qui ne quittait plus ma poitrine, l'idée qu'on m'observait. Bastien, depuis l'après-midi, ne me touchait plus. Il tournait dans la maison comme un homme qui cherche une issue dans un plan qu'il ne maîtrise plus. Clémence, elle, avait repris son rôle, sa fonction, sa carapace. Elle ne souriait qu'avec les lèvres. Après le dîner, elle est apparue avec un plateau élégant, presque cérémoniel. Une théière en porcelaine blanche, des tasses fines, une boîte de biscuits, un rituel. Le genre de geste qui, dans une famille, signifie « on fait la paix, on se calme, on se tient chaud ». Elle le portait comme on porte un argument. « Geneviève, tu devrais aller te reposer. Tu as eu une journée éprouvante. Un petit thé et tu dormiras mieux. » Sa voix était douce, trop douce. Je l'ai regardé poser la tasse devant moi, avec une précision qui me rappela soudain nos ateliers. Quand on manipule une pièce fragile, on ne tremble pas. Je n'ai pas touché la tasse. J'ai approché mon visage, comme pour respirer les plantes. Ça sentait la verveine, oui, et une note plus lourde, plus chimique, presque sucrée. Clémence s'est assise près du feu. Bastien est resté debout, derrière elle, les bras croisés. Leur duo avait quelque chose d'entraîné, une chorégraphie de domination, l'une qui administre, l'autre qui cautionne.
Je me suis surprise à penser à mon propre corps, à mon âge, à ce que cela veut dire pour eux, une femme de 68 ans, une femme qu'on croit fatiguée, qu'on croit modelable, une femme qu'on peut endormir. « Tu ne bois pas ?» a demandé Clémence, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je levai la main quand, dans l'encadrement de la porte, Amandine est apparue. Elle tenait une assiette vide comme un prétexte. Elle s'est avancée de quelques pas, polie, presque timide. « Madame, excusez-moi, vous avez du miel ?» Clémence a eu un léger mouvement d'agacement. Elle s'est levée pour aller vers la cuisine, en soupirant comme si la demande était déplacée. Amandine est restée. Elle s'est approchée de la table basse. Son regard a glissé sur la tasse, sur la théière, sur la boîte, puis sur moi. Elle a fait mine de chercher ses mots. J'ai fait un stage en pharmacie. Je connais un peu les somnifères. Certains ont une odeur. Ça me rappelle quelque chose. Je n'ai pas bougé. Mon cœur, lui, a accéléré, mais je l'ai obligé à rester discret. Je savais déjà que Bastien nous regardait. Je sentais son attention comme une main sur ma nuque. Amandine a attrapé la soucoupe très doucement, comme si elle admirait la finesse du dessin. Puis elle a laissé tomber la tasse. Le choc a éclaté dans la pièce avec un bruit net, tranchant. La porcelaine s'est brisée en pétales. Le liquide s'est répandu sur le tapis clair, une tache sombre qui s'étalait vite. « Oh non, je suis désolée !» a dit-elle, trop fort pour que tout le monde entende. Clémence est revenue au même instant. Elle s'est figée, son visage s'est durci une fraction de seconde, avant de se recomposer. « Ce n'est rien, ce n'est rien. » Mais ses mains tremblaient, juste un peu, assez pour que je voie la fissure. Amandine s'est baissée pour ramasser les morceaux. Entre deux gestes, elle a glissé vers moi un minuscule papier plié, comme un geste maladroit de jeune fille. Je l'ai pris sans regarder. Mes doigts l'ont gardé, caché dans ma paume, comme une montre qu'on protège. Plus tard, quand je l'ai ouvert à l'abri des regards, il n'y avait que 2 mots, écrits au stylo, simples, sans théâtre. « Ne buvez pas ». Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ou plutôt, j'ai fait semblant. J'ai laissé le silence s'installer, j'ai éteint ma lampe, j'ai tiré les draps jusqu'au menton avec la lenteur d'une vieille femme docile. J'ai même poussé un petit soupir, celui qu'on attend de moi depuis des années, comme un rideau qui tombe. Bastien est venu vérifier. Je l'ai senti au bord du lit, son ombre plus froide que l'air. Il n'a pas parlé. Il a seulement regardé longtemps, puis il est reparti, satisfait de son propre talent. Quand le bruit de ses pas s'est éloigné, j'ai ouvert les yeux dans l'obscurité. La maison avait sa respiration, le craquement du bois, le souffle du vent contre les vitres, le tic-tac très fin d'une montre ancienne dans le couloir, comme un insecte obstiné. Je me suis levée sans allumer. Je connaissais chaque coin, chaque angle, chaque marche. Dans une demeure de verre, on croit que tout est visible. C'est faux. Il suffit d'apprendre où se tiennent les ombres. Je suis sortie en robe de chambre, pieds nus dans le couloir tiède. Mon cœur battait, mais je lui interdisais de faire du bruit. Je n'étais plus une épouse. J'étais une horlogère dans l'atelier, penchée sur un mécanisme qu'on a saboté. On ne panique pas devant un engrenage, on observe. Au rez-de-chaussée, une lumière filtrait sous la porte du petit bureau de Bastien. Il ne l'appelait jamais bureau, il disait « salle de travail », comme si son travail devait toujours être supérieur au mien. Je me suis approchée, lentement, et j'ai collé mon oreille contre le bois. Des voix, la sienne basse, celle de Clémence plus nette, plus sèche. Pas de rire, pas de tendresse, juste des phrases courtes, des mots qui sonnaient comme des chiffres. « Le mandat est prêt », disait Clémence. « Il faut sa signature demain, avant tout. » Bastien répondit, agacé. Elle est têtue, les étudiants la distraient. Un silence. Puis Clémence, on accélère. On ne peut pas se permettre qu'elle parle au conseil. Une curatelle et c'est réglé. Son vote devient encadré. Je sentis ma gorge se serrer. Ce n'était pas une inquiétude, c'était une conquête. Et moi, j'étais le territoire.
J'ai reculé, sans bruit. Mon réflexe aurait été de courir, de m'enfermer, de hurler. Mais je savais déjà que hurler ne sert à rien dans une maison où le pouvoir a choisi son camp. Il fallait autre chose, une preuve, un fait, quelque chose qui ne se discute pas. Je me suis dirigée vers la galerie, là où nous exposons quelques pièces maîtresses. La nuit, le reflet reflète tout, et pourtant, dans ces reflets, j'ai vu un détail. Bastien traversait le couloir du fond, un dossier sous le bras. Il marchait vite, mais il portait cette précaution qu'on a quand on transporte un objet précieux ou compromettant. Je l'ai suivi à distance, en gardant les lignes d'ombre, les zones mortes. La maison, à cette heure, ressemblait à un musée fermé où un voleur connaît l'alarme mieux que le gardien. Il est entré dans le salon secondaire, celui qui donne sur la terrasse. J'ai aperçu, à travers l'entrebâillement de la porte, la table éclairée par une petite lampe, un stylo, un paquet de feuilles et cette silhouette de mon mari penché, appliqué, comme un élève modèle. Il a signé. Pas son nom, pas seulement. Il répétait un geste, encore et encore, comme on s'entraîne à une imitation. Son poignet dessinait des boucles, des angles, des pleins et des déliés. Il s'arrêtait, comparait, recommençait. Je n'avais pas besoin de voir le papier pour comprendre. Il était en train de fabriquer ma signature. Dans le couloir, mon souffle s'est coincé. Je me suis appuyée contre le mur de pierre, froide, pour ne pas tomber. La douleur n'était pas une explosion, c'était une lame lente. Alors j'ai fait ce que font les femmes qu'on croit déjà vaincues. J'ai continué à jouer mon rôle. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai refermé la porte, j'ai remis mes pieds sous la couette comme une enfant punie. Et dans l'obscurité, j'ai répété en moi une phrase qui n'avait rien d'une prière cette fois. Le pire n'est pas la trahison. Le pire, c'est de découvrir qu'elle était en préparation depuis longtemps et que l'on vous a aimé, peut-être, uniquement pour cela. Au matin, la maison s'est réveillée sous une lumière crue, presque indécente. La neige reflétait tout, ne laissait aucune place à l'ombre. C'était un jour de vérité. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain, longtemps. Mon visage était plus pâle, mes traits plus nets. Je n'y ai vu ni une victime, ni une vieille femme affaiblie. J'y ai vu une décision. Dans cette maison, chaque œuvre d'art a une raison d'être. Certaines cachent plus qu'elles ne montrent. Bastien l'ignorait, Clémence aussi. Ils admiraient la surface, jamais le mécanisme. Après le petit déjeuner, j'ai annoncé que je souhaitais rester seule. Un prétexte de migraine. Bastien a hoché la tête, soulagé. Clémence a recommandé du repos, comme on prescrit une capitulation. Ils m'ont laissé. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis dirigée vers la galerie, celle des pièces les plus anciennes. Sous une vitrine, une montre de poche du XIXe siècle, chef-d'œuvre de discrétion. Derrière elle, dissimulé dans l'ombre de la structure, un minuscule objectif. J'ai effleuré le cadre, à peine. Le système s'est réveillé sans bruit. À l'époque où j'avais fait installer ces dispositifs, on m'avait demandé pourquoi tant de précautions. J'avais répondu que le luxe attire toujours deux choses, l'admiration et la convoitise. Je n'avais pas pensé à la trahison intime. Et pourtant, la technologie était prête. Dans la pièce attenante, Bastien et Clémence se sont installés. Ils ne savaient pas que chaque geste, chaque mot, chaque silence s'inscrivait désormais ailleurs que dans leur conscience. La caméra captait tout, les visages, les dossiers, les signatures, et surtout les voix. « On a presque fini », disait Bastien. « Le faux mandat est propre, personne ne regardera de trop près. » Clémence répondit, sèche, « Il faudra l'utiliser vite, avant qu'elle ne reprenne ses esprits. » Elle parlait de moi comme d'un objet égaré. Je suis restée immobile derrière la cloison, le cœur stable, presque froid. Ce n'était plus une affaire de sentiment, c'était une affaire de fait. En droit français, la falsification d'un écrit, l'usage d'un faux, ne tolère aucune ambiguïté. Je connaissais l'article, je connaissais les conséquences, et eux aussi sans doute. Ils avaient simplement cru être à l'abri. Quand Bastien a sorti le document final, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Il l'a relu, a signé une dernière fois, puis a glissé le tout dans une chemise cartonnée.
Clémence a approuvé d'un signe de tête, professionnel jusqu'au bout. Je suis retournée dans ma chambre sans être vue. J'ai fermé la porte, lentement. Mes mains tremblaient à peine. J'ai vérifié l'enregistrement. Tout était là, clair, implacable. À cet instant, je n'ai pas ressenti de triomphe, seulement une étrange paix, comme lorsqu'un horloger retrouve enfin la pièce défectueuse après des heures de recherche. Le mécanisme pouvait désormais être réparé. Dans l'après-midi, j'ai croisé Amandine dans le couloir. Elle m'a regardée avec une inquiétude silencieuse. Je lui ai souri, un vrai sourire, pour la première fois depuis des jours. Elle n'a rien dit, elle a compris. Ce soir-là, j'ai rangé l'album familial dans un tiroir. Je n'avais plus besoin d'images figées. J'avais mieux, le temps, enfin, de mon côté. Vers l'aube, la tempête s'est essoufflée. Pas une paix franche, non, plutôt une fatigue du ciel. Les rafales se sont espacées, la neige est devenue plus fine, comme une poussière. On a recommencé à distinguer la ligne des sapins, et derrière le vert, la vallée a repris un peu de profondeur, comme un monde qui revient au focus. Les étudiants, eux, s'étaient endormis n'importe où, sur des canapés, des tapis, avec cette inconscience touchante de la jeunesse. Amandine, en revanche, était déjà debout. Je l'ai trouvée dans la cuisine, à aider la cuisinière, sans qu'on lui ait rien demandé. Elle coupait du pain, rangeait des bols, surveillait une casserole. Ses gestes étaient précis, calmes. Elle avait cette concentration tranquille qu'on voit chez les gens qui ont grandi avec des responsabilités trop tôt. « Vous avez bien fait de ne pas boire », a-t-elle murmuré quand elle m'a vue. Sa voix n'avait rien de triomphant. C'était une constatation, presque une question posée au destin. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire à une fille de 17 ans, pas d'un seul coup, pas de cette façon-là. Alors j'ai seulement posé ma main sur son bras, un geste court, un merci sans phrase. À 9 heures, le portail a grincé, un bruit inhabituel dans la blancheur. Puis des appels au loin. Les chiens du voisinage, qu'on n'entend jamais ici, se sont mis à aboyer, comme si la vie revenait soudain. Je suis sortie sur le perron, emmitouflée dans un manteau, la neige me montait presque aux chevilles. Dans l'allée, une silhouette avançait, courbée par le froid, suivie d'une autre. Un homme et une femme, la cinquantaine, le visage marqué par l'inquiétude. Ils avaient des bâtons, des lunettes embuées, et ce regard des parents qui ont trop imaginé le pire. Amandine a couru vers eux, glissant presque, et la femme l'a serré si fort que j'ai cru entendre son souffle se casser. Le père, lui, a eu ce réflexe étrange des hommes qui veulent rester solides. Il a caressé la tête de sa fille, puis il s'est tourné vers moi. « Madame, merci », a-t-il dit. Quand on a appris qu'ils étaient montés ici, on a roulé toute la nuit. La gendarmerie nous a dit que la route était coupée. On a quand même essayé. Sa voix était nette, pas seulement celle d'un père, une voix habituée à interroger, à vérifier, habituée au dossier. Bastien est apparu derrière moi, comme attiré par le bruit. Son visage s'est figé une fraction de seconde, puis il a retrouvé son masque. Il a offert une poignée de main, un sourire de maître de maison. « Bienvenue, vous avez eu du courage. » Le père d'Amandine a serré cette main sans se laisser envelopper. Il a répondu avec une politesse contrôlée. « Lafont, direction régionale des finances publiques. » Ces mots, dans l'air froid, ont eu l'effet d'un métal qu'on lâche sur une dalle. Clémence est arrivée à son tour, sa mallette déjà à la main, comme si elle sentait le danger avant même de le comprendre. Monsieur Lafont a regardé la maison, puis Bastien, puis Clémence. Son regard, sans être agressif, était celui d'un homme qui sait lire derrière les façades. Je ne suis pas venu ici en fonction, je suis venu chercher ma fille. Mais, il a marqué un temps, je ne peux pas ignorer ce que j'ai entendu en bas, dans la vallée, ces derniers mois. Bastien a cligné des yeux, feignant l'étonnement. Clémence a tenté une phrase. Je ne vois pas. Monsieur Lafont a levé la main, doucement, pour l'arrêter. Il ne criait pas, il n'avait pas besoin. Des mouvements financiers, des déclarations contradictoires, des montages maladroits qu'on a voulu mettre sur le dos de votre épouse, madame. Il s'est tourné vers moi. On m'a parlé de Geneviève comme d'une femme confuse. C'est curieux, parce que les chiffres, eux, ne confondent pas. Je sentis en moi quelque chose se redresser. Pas une priance, une alliance.
Amandine s'est placée près de moi, presque instinctivement, comme si elle avait compris que la neige n'était plus le seul danger. Son père l'a vue et ses yeux ont changé. Une inquiétude s'est ajoutée, plus grave. Il y a quelque chose ici, et je crois que ma fille a eu raison de se mêler. Quand la route a enfin été dégagée, en fin d'après-midi, la maison a changé de respiration. On entendait de nouveau au loin un moteur, un pas sur le gravier, le claquement d'un portail qu'on ose rouvrir. Bastien, lui, s'est détendu d'un seul coup, comme si le retour du monde signifiait le retour de son pouvoir. Il avait besoin d'un public officiel, de murs qui confirment, d'une normalité qui valide ses mensonges. Il a annoncé, avec une fausse gravité, qu'il fallait mettre les choses au clair. Il a fait appeler la gouvernante, rassembler tout le monde dans le grand salon, même les étudiants. Clémence a posé sa mallette sur la table comme on pose un cercueil. Elle avait retrouvé son aplomb. Ses yeux, froids, glissaient sur les visages, cherchant déjà les faibles, ceux qu'on impressionne. La lumière de fin de journée entrait à travers les vitres, pâle, bleutée. Dans la vallée, on commençait à voir les premières guirlandes de la semaine du Nouvel An, les traces d'une fête qui continuait malgré tout. Chez moi, au sommet, il n'y avait pas de fête, il y avait une liquidation. Bastien a commencé par une phrase tendre, le genre de phrase qu'on met dans les discours pour que la violence ait l'air d'une précaution. Geneviève a traversé beaucoup de stress et nous voulons la protéger. Il a sorti un dossier. Il l'a ouvert lentement devant tout le monde, comme un prestidigitateur sûr de son numéro. Clémence a pris le relais, parlant de mesures temporaires, de gestion apaisée, de décisions sécurisées. Les mots dans sa bouche étaient des gants propres sur des mains sales. Je regardais Amandine, je sentais sa tension. Elle avait compris maintenant qu'on ne renverse pas seulement une tasse dans ce monde-là, on dérange des gens qui préfèrent agir dans l'ombre. Monsieur Lafond est resté debout près de la cheminée, il ne disait rien, il observait. Sa femme, discrète, tenait la main de leur fille, comme pour lui rappeler qu'elle pouvait encore reculer. Amandine n'a pas reculé. Bastien a enfin tendu une feuille vers moi. « Si tu signes ici, Geneviève, tout sera plus simple. » Le stylo était déjà prêt, exactement comme la veille. Cette fois, il voulait que l'on voie ma main signée, même si l'écriture avait été répétée 1000 fois par une autre main. Je me suis levée. Le silence s'est fait immédiatement, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je n'ai pas levé la voix, je n'avais pas besoin. À force de travailler avec le temps, on apprend que la précision fait plus mal que le bruit. Avant de demander ma signature, ai-je dit, j'aimerais que vous écoutiez ceci. J'ai pris la télécommande, celle qui commande d'ordinaire les écrans de présentation de nos pièces. J'ai allumé le grand écran discret encastré dans le mur. L'image a mis 1 seconde à apparaître. Puis la pièce attenante, filmée la veille, s'est affichée. Bastien penché sur la table, Clémence assise en face, le dossier, le stylo, et leur voix, nette, indiscutable. On les a entendus parler de faux mandats, on les a entendus parler d'accélérer, on les a entendus parler de moi comme d'un obstacle à neutraliser. Le visage de Bastien s'est vidé, celui de Clémence s'est durci, puis s'est fissuré. Elle a tenté de s'approcher de l'écran comme si elle pouvait effacer l'image avec sa présence. C'est sorti de son contexte, a-t-elle balbutié. Monsieur Lafond a enfin bougé, un pas seulement, mais il a suffi. Le contexte, madame, c'est que ce que j'entends ressemble à une infraction, et ce que je vois ressemble à une falsification. Bastien a voulu parler, se justifier, jouer la carte du mari inquiet. Je l'ai coupé, sans colère, sans tremblement. Dans un mariage, il y a des devoirs, le respect, l'assistance, le secours. Vous avez choisi l'inverse. Je me suis tournée vers Clémence. Et vous avez choisi votre robe et votre mallette plutôt que votre conscience. Amandine a serré plus fort la main de sa mère. Les étudiants ne souriaient plus. La maison, elle, semblait soudain moins froide, comme si la vérité venait d'allumer un autre feu. Je n'ai pas triomphé, j'ai seulement ajouté calmement la phrase qui achevait la scène. « Maintenant, nous allons appeler la gendarmerie. »
Ils sont arrivés au moment où la nuit retombait sur la montagne, épaisse, bleue, presque silencieuse. 2 véhicules de la gendarmerie, pneus crissant sur la neige tassée, gyrophares retenus, comme par pudeur. Ici, même l'autorité parle bas. Les hommes ont coupé les moteurs. Et soudain, tout ce qu'on entendait, c'était le pas des bottes et le froissement des parkas, ce bruit particulier qu'a la loi quand elle entre dans une maison où l'on a trop longtemps menti. Bastien s'était assis. Il avait l'air d'un homme qui attend une punition tout en se persuadant qu'il n'en aura pas. Clémence, debout, tenait toujours sa mallette, serrée contre elle comme une bouée. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas. Elle cherchait déjà un angle, une faille, une phrase qui sauverait sa réputation. Le chef de patrouille a demandé les faits. Monsieur Lafont a parlé le premier. Pas en paire cette fois, mais avec une précision méthodique. Il a donné les dates, les mots, le contexte, et il a ajouté, d'une voix neutre, que des investigations fiscales existaient déjà sur certaines opérations imputées à Geneviève. Il ne disait pas « mon épouse », évidemment. Il disait « mon nom », comme on dit une personne. Ça m'a fait un bien étrange. Puis, on m'a demandé de m'exprimer. Je me suis entendue répondre avec un calme qui m'a surprise. Je n'ai pas raconté mon chagrin, je n'ai pas décrit les nuits. J'ai dit ce que j'avais vu. J'ai dit le stylo, les signatures répétées. J'ai dit le dossier. Et j'ai remis la clé USB contenant l'enregistrement, comme on dépose une pièce d'horlogerie sur un velours, avec soin, sans trembler. Le gendarme a pris l'objet. Il a hoché la tête. Il a regardé Bastien. Il a regardé Clémence. « Madame, monsieur, vous allez nous suivre. » Il n'y avait pas de brutalité, pas de spectacle. Juste cette phrase simple qui fait basculer une vie. Bastien a tenté un dernier sourire, un de ces sourires d'homme important qui croit encore être important. Il a dit « C'est un malentendu, je voulais protéger ma femme. » Le chef de patrouille n'a pas répondu à l'argument. Il a répondu à la réalité. Il a demandé les papiers d'identité. Les gestes se sont enchaînés. Une vérification, un appel radio, un bref échange de regards entre gendarmes. Clémence, elle, s'est raidie quand on lui a demandé de poser sa mallette sur la table pour inspection. « C'est confidentiel », a-t-elle soufflé. « Ce soir, madame, c'est scellé », a répondu le gendarme. Le mot « scellé » a traversé la pièce comme une lame. Dans mon monde, un objet sous scellé devient intouchable, sacralisé par la procédure. Je l'avais voulu ainsi, pour que tout ce qu'ils avaient fabriqué ne puisse plus être détruit. On les a conduits dehors. La porte s'est ouverte sur l'air glacé. Et là, dans ce décor de neige, tout semblait irréel, presque esthétique. 2 silhouettes encadrées, les lampes des véhicules dessinant des ombres longues, la vapeur de leur souffle. Aucune scène, aucune humiliation, seulement la conséquence. Quand Bastien a posé le pied sur le seuil, il a trébuché légèrement. Rien de grave, mais ce petit déséquilibre m'a frappé. L'homme qui m'avait fait vaciller venait enfin de perdre l'équilibre à son tour. La neige sous ses chaussures craquait doucement. Ce bruit-là, je ne l'oublierai jamais. Il ressemblait à une page qu'on tourne. Quand les véhicules ont disparu dans la nuit, il n'est resté que la maison, soudain trop calme. Les étudiants, regroupés près de l'entrée, chuchotaient. Madame Lafont a pris Amandine dans ses bras. Le chef de patrouille m'a donné une carte, quelques consignes et la phrase que l'on dit à ceux qui viennent de survivre à un effondrement. « Madame, gardez tout. Ne parlez à personne sans conseil. Et surtout, reposez-vous. » Je suis resté un moment sur le perron, à regarder la vallée. Pas une joie, non, plutôt une décompression lente, comme quand un ressort trop tendu se relâche. Amandine s'est approchée. Elle avait les joues rouges, les yeux brillants. Elle tenait quelque chose dans la main, un petit carnet de croquis. Elle l'a serré contre elle, puis elle m'a dit très doucement, comme si elle craignait de réveiller la neige, « Je croyais que les adultes savaient toujours. En fait, vous avez appris l'instant. » Je l'ai regardée, et j'ai compris que ce qu'elle venait de faire, ce n'était pas seulement me sauver, c'était apprendre, trop tôt, ce que signifie aider sans prendre le pouvoir. Alors je lui ai répondu simplement, « Tu as aidé. Tu n'as pas décidé à ma place. C'est rare et c'est précieux. » Le 31 décembre 2025,
La nuit a repris ses droits sur la montagne comme une couverture lourde. Une semaine après les faits, tout semblait à la fois proche et lointain, comme ces souvenirs qu'on peut toucher du doigt sans parvenir à les réchauffer. J'ai rallumé les mêmes bougies dans le salon, pas pour célébrer, pour marquer un seuil. La neige tombait encore, fine, régulière. Elle ne menaçait plus, elle faisait son travail de silence. Au loin, dans la vallée, les villages s'allumaient par touches, guirlandes et fenêtres comme des lucioles disciplinées. Et tout en bas, au bord du lac, on devinait déjà la ligne des feux d'artifice prêts à éclater, retenus par l'heure officielle. J'étais seule, mais ce n'était plus la même solitude. Dans l'entrée, les traces de pas avaient disparu, les véhicules de la gendarmerie avaient emporté le désordre, les voix, les dossiers. La maison, de nouveau, ressemblait à un catalogue. Verre impeccable, pierres nettes, œuvres d'art alignées, montres sous cloche. Un décor de réussite. Pourtant, je savais qu'à l'intérieur, quelque chose avait changé d'orientation, comme un balancier qu'on remet enfin à l'heure. Sur la table, j'ai posé une montre ancienne, celle que mon père m'avait donnée quand j'ai repris l'entreprise. Elle n'est pas la plus chère, elle n'est pas la plus spectaculaire, mais elle a un son que je reconnais entre mille. Un battement discret, obstiné, qui dit « avance, avance », même quand personne ne regarde. La procédure, elle, avait commencé à dérouler son rythme. Les gendarmes avaient parlé de plainte, de vérification, d'audition. Mon avocat avait prononcé des mots que je connaissais sans les aimer. Scellé, expertise, confrontation. Monsieur Lafond m'avait appelé 2 fois. Il ne me promettait rien, il me promettait seulement une chose plus rare, la rigueur. Amandine, avant de repartir avec ses parents, m'avait laissé son numéro. Elle m'avait aussi laissé une enveloppe glissée dans un livre de la bibliothèque. À l'intérieur, il y avait un dessin de la maison au crayon, lignes de verre et de pierre, et au sommet du toit, une silhouette minuscule tenant une petite lumière. J'ai compris que c'était moi, et j'ai senti pour la première fois depuis longtemps une chaleur qui ne venait pas du feu. Je ne lui avais pas offert une montre finalement, pas encore. Je m'étais contenté de lui prêter, pour le trajet, un vieux chronographe robuste, sans valeur apparente, au cas où. Elle avait souri, elle avait compris le geste. Ce n'était pas un cadeau, c'était une confiance. À 23h59, j'ai éteint la musique. Le piano et le violoncelle se sont tus et le silence est devenu clair. J'ai regardé la neige tomber, lents flocons qui semblaient descendre exprès pour ne pas me brusquer. Dans ma tête, une oration s'est formée, mais ce n'était plus une prière pour que l'amour revienne, ce n'était plus une prière pour que Bastien redevienne l'homme qu'il avait prétendu être, c'était une prière pour que je ne me trahisse plus moi-même. Minuit. Les feux d'artifice ont éclaté dans la vallée. Des couleurs ont jailli, rouge, or, bleu, se reflétant sur le lac comme des fractures lumineuses. Ici, au sommet, le bruit parvenait atténué, presque élégant, comme si même la fête respectait la distance. Je n'ai pas levé de coupe, je n'ai pas porté de toast. J'ai simplement posé la paume sur la montre de mon père et j'ai murmuré pour moi seul « Cette année, je ne serai plus un rôle. Je ne serai plus seulement une épouse, ni une amie, ni un nom sur une brochure. Je serai une femme libre. Et si la justice est lente, je sais désormais qu'elle avance elle aussi, à la manière des montres anciennes, sans éclat, sans promesse, mais avec une précision qui finit toujours par rattraper le mensonge. Cette histoire ne parle pas seulement de trahison, de faux documents ou de procédures judiciaires. Elle parle d'un moment bien plus intime, que beaucoup reconnaîtront sans oser le nommer. L'instant précis où l'on comprend que la plus grande menace ne vient pas de l'extérieur, mais de ceux à qui on a confié sa confiance, son nom, parfois toute une vie. Geneviève n'a pas gagné par la force, ni par le scandale. Elle a gagné parce qu'elle a choisi de regarder la réalité en face, sans fuir, sans se réfugier derrière l'amour passé ou les apparences sociales. Elle a compris qu'aider
ne signifie pas décider à la place de l'autre et que protéger quelqu'un ne donne jamais le droit de l'effacer. À travers la rencontre improbable entre une femme de 68 ans et une jeune fille de 17 ans, ce récit rappelle une vérité simple. La lucidité n'a pas d'âge et la transmission la plus précieuse n'est pas celle des biens, mais celle du courage de rester soi. Combien d'entre vous ont déjà senti qu'on parlait à leur place? Combien ont signé trop vite, fait confiance trop longtemps, confondu silence et paix? À quel moment auriez-vous dû dire non et ne l'avez pas fait? Et si vous pouviez revenir en arrière, qu'est-ce que vous défendriez aujourd'hui? Votre tranquillité ou votre dignité? Si cette histoire a fait écho à la vôtre, si vous avez vécu une trahison discrète, une injustice étouffée ou au contraire un réveil tardif mais salvateur, nous vous invitons à nous écrire. Racontez-nous votre histoire de vie, celle que vous n'avez peut-être jamais osé partager. Vous pouvez l'envoyer par mail à l'adresse indiquée dans la description. Certaines de ces histoires méritent d'être entendues, préservées et parfois transformées en récits qui aident d'autres à ne plus se taire. This is my worst nightmare. I'm so sorry. Oh my god, that makes me feel a bit sick. I'm so sorry. I'm so sorry. I wish there was something I could do. AJ, don't impulsively buy a house. Caitlin, are you still here? Hi, Caitlin. Hi, Hayley. Hi, Benj. Benj, are you asleep yet? Anna, it's so nice to see you again. Anna and Freya, hello. Hello, everyone. And Doc, I know you came in during the last promo while we were blasting Mark Rabier. I failed to make the shortlisting for an internal promotion for a job I already do. And I got my period. Oh my god, well, you got your period 8 days early because you're in meltdown, right? I'm so sorry. I've missed you so much. I was thinking about you. Why did you come? Someone mentioned Hodor and I was thinking about you. They are taking liberties with that. I'm so sorry. Come here. Hi, Frodo. How are we? Does this help, Leisha? There's a baby boy here. Did you see him here? Did you know I was talking about that baby boy? Yeah, stop looking so sad. He's looking sad so people will buy him treats. Hi, Kitty! That helps too. Good. No! Can I stop playing with truth? He is living the life, right? He's having the time of his life. He knows the treat hack. Look how sad he looks. You're okay, Kitty. I know you lurk away. Thank you for lurking. Look at him. Oh. Are you excited to go to the pub tonight? Are we going to go to the pub? Are we going to go? I'm not going to tease him, actually, because we're not going for another hour and a half. I need to check the trains, actually. Does that help? That look. How much is a treat? It's pinned to the top of chat, AJ. Oh, Chewy. He's okay. It's his 4th birthday today. He's 4. He's 4. The gifted subs are on discount because it's 5 gifted subs. Did you just call her Alicia? Wow, Alicia. So he's still a baby. He's still a baby. Do you guys want to see a picture of baby Chewy? Oh my god, do you want to see some pictures of puppy Chewy? Alicia, hopefully, when did this all start? Bad week, not a bad life. Can we say week? Sorry, that was my hand on my thing. Here we go. Oh, this week, I've been having a really shit week of it as well. Loads of people have had pretty shit weeks, actually. I can't listen to this song. Last Tuesday. Okay, so hopefully this is the end of it and today is the peak. This is when I picked him up. This is the day I picked him up. From the Lake District. Oh, I love how on the camera you can only see Chewy right now. That's really funny. Little baby. Wait, hang on, let me just double check. Is there anything? Yeah, we can scroll through this. No. Oh my god.
Look at his eyelashes. And crimply ears. His little tiny nose. Oh my lord. There's him in his crate when we got home. Tiny. There's I next to his dog bed. He was so small. Let me just sanity check before I scroll up. He's not gonna dox anything. He was so tiny. Look. It doesn't look like the same guy. Look. Oh my god. Oh, this is when I rang my friend. Oh, shoot. Oh! Look. Obviously, this wasn't him 4 years ago because he was born 4 years ago. We picked him up on the something of June. There. He looks redder there. Oh my god, you were such a cute puppy. Oh my god.